Veuillez noter que l'événement sera en français. Une interprétation simultanée en anglais est offerte sauf pour la période de questions. Pour accéder à l'interprétation en anglais, cliquez sur l'icône du globe au bas de votre écran Zoom, puis choisissez Anglais. En cliquant sur l'icône une deuxième fois, vous pouvez couper le son de français et entendre uniquement l'interprète. La version anglaise des diapositives est disponible dans la boîte de clavardage. En tant qu'organisation hôte de la séance d'aujourd'hui, nous reconnaissons et respectons le peuple Lekwungen sur le territoire traditionnel desquels se trouve l'université et le peuple Songhees, Esquimalt et Wassanic, dont les relations historiques avec ces terres se poursuivent à ce jour. Lorsqu'on parle de politique en matière d'alcool et de drogue, qui ont eu un impact disproportionné sur le peuple autochtone ici, il est particulièrement important de parler à ça. Nous avons des participants de partout au Canada aujourd'hui et nous vous invitons à publier dans la boîte de clavardage votre reconnaissance territoriale si vous le souhaitez. Le webinaire d'aujourd'hui consistera en une présentation suivie d'une période de questions-réponses en tout 60 minutes. La présentation sera enregistrée, mais non la période de questions-réponses. Des liens pour accéder à l'enregistrement et aux diapositives seront diffusés peu après le webinaire. Les versions anglaises et françaises seront disponibles toutes les deux. Nous sollicitons vos commentaires sur les séances d'aujourd'hui. Un formulaire de rétroaction sera distribué à la fin ainsi qu'envoyé par courriel. Pour les allocations aux personnes à l'expérience vécue passée ou présente, envoyez-nous un courriel. Notre prochain événement aura lieu le mercredi 25e octobre. Le sujet sera le repère canadien sur l'alcool et la santé et la mobilisation des connaissances. Pendant la période de questions-réponses, utilisez la boîte de clavardage ou l'outil de questions-réponses pour poser une question à tout moment, soit en privé au modérateur, soit à tout le monde. Levez la main pendant la période de questions-réponses. Marianne ou moi vous demanderai de réactiver le son pour poser votre question. Marianne ou moi pourrait lire à haute voix les questions saisies dans le clavardage ou dans l'outil de questions-réponses. Si vous avez des difficultés d'ordre technique, prévenez-nous dans la boîte de clavardage. Je vais maintenant passer la parole à Marianne. Merci, Taina. Bonjour tout le monde. Marianne Dessureau, avocate responsable des affaires juridiques pour l'Association pour la santé publique du Québec et porte-parole en substances psychoactives. Je vais partager mon écran. Donc, normalement, vous devriez bien voir. Peut-être Taina me confirmer. Parfait. Donc aujourd'hui, il sera question de politique prometteuse pour répondre aux défis de l'alcool, avec un accent mis sur le Québec, comme un peu une étude de cas. La présentation comprend plusieurs diapositives. Par contre, je vais passer rapidement sur certaines, mais je tenais à vous laisser toute l'information disponible dans la présentation afin que vous ayez accès à tout le contenu. Rapidement, l'Association pour la santé publique du Québec est un organisme à but non lucratif qui vise des actions et des activités pour promouvoir la santé durable. Donc, pourquoi des webinaires ou ce webinaire ce midi? C'est principalement pour répondre à l'évolution des connaissances, des impacts et des risques sur la santé qui a eu le cours au cours des dernières années. Et également, ça fait suite, c'est un peu un résumé d'une série de webinaires que l'ASPQ a donné un peu plus tôt au printemps 2023. Plusieurs des documents et des études de cas dont je vais vous parler aujourd'hui sont rendus en anglais ou ont été traduits en anglais grâce au soutien et à une subvention de CPHA, donc l'Association canadienne de santé publique,
qui, à travers leur projet de conversation anormalisée en substances psychoactives. Donc, nous les remercions. Il sera question de 4 politiques, plus précisément, donc, qui ont lien à la publicité, aux commandites d'alcool, aux mises en garde et au prix. La première concerne précisément la réduction de l'exposition publicitaire dans l'espace public. Avant de parler plus en détail de ce que ça peut impliquer, il est important de comprendre ce qu'est la publicité. En gros, la publicité, c'est l'ensemble des messages, des activités euh, commerciales qui visent à communiquer des informations sur un produit ou une marque. Cette publicité peut se faire finalement avec sollicitation, donc directe, ou sans sollicitation. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, on demande à recevoir des infolettres à travers une page web d'un commerçant, ben, nous avons sollicité la publicité. Donc, nous sommes sollicités directement. À l'inverse, par exemple, si on se promène sur les trottoirs, la voie publique, on ne demande pas à voir des produits ou à en acheter nécessairement, mais nous sommes nécessairement influencés. Pour le biais de pour le bien de la présentation aujourd'hui, on s'intéresse davantage à la publicité dans l'espace physique sans sollicitation. Et l'espace public ou la publicité extérieure est vraiment présente dans plusieurs lieux, plusieurs endroits, qu'on en vient même parfois à oublier complètement ou à ne plus la voir si on veut. Mais elle a toujours des impacts. On peut penser, par exemple, ça peut être l'espace numérique parfois, la voie publique, les intérieurs de commerce, mais comme je le disais, on va se concentrer aujourd'hui sur les espaces physiques. Pour une définition un peu plus détaillée de ce que pourrait être une publicité dans l'espace extérieur, le gouvernement écossais a inclus une définition assez intéressante dans ses consultations pour une modification législative. Donc, vous avez là la référence dans la présentation. Et donc, ça peut aller des établissements là, détenant des permis d'alcool aux centres commerciaux et aux transports en commun. Et pourquoi on s'intéresse à ces espaces? C'est finalement parce que c'est d'un très grand intérêt pour l'industrie de l'alcool. Il ne faut pas oublier que par les espaces publics, ils peuvent rejoindre un public très large, mais surtout un public très diversifié, allant des personnes mineures et même d'un très jeune âge jusqu'aux plus vieux. Pour bien comprendre, je vais vous présenter quelques exemples donc, de photos prises au Québec, de publicité d'alcool dans l'espace public. Vous allez remarquer que c'est assez frappant la quantité et la fréquence. Et je vous encourage ou je vous donne le défi de porter attention ce soir au retour du travail et de regarder quels sont les endroits dans vos secteurs, dans vos provinces où vous envoyez. Donc ici, nous avons des publicités dans les transports en commun, des belles tapisseries même sur les escaliers mobiles. Même pour les vélos en libre service, on peut en voir. Il y a également même des autobus tapissés. Ensuite, une fois qu'on sort des transports en commun, on peut marcher sur la voie publique ou se déplacer en auto. Donc, on va voir sur les bords des autoroutes, sur les vitrines ou sur les panneaux dans l'espace ou sur les clôtures, même sur les panneaux d'affichage sur la rue. Également sur les façades de commerce, à des endroits parfois inusités, comme aux stations d'essence
Donc, au moment où on fait le plein, on peut nous encourager à acheter un 2 pour 1 sur des caisses d'alcool. D'autres façades, donc des fois des commerces qui se situent proches ou même sous des garderies, par exemple. Et finalement, et non la moindre, les façades de commerce de nos sociétés d'État au Québec, donc la Société des alcools du Québec ou SAQ, qui sont des publicités assez frappantes, assez grandes et qui font finalement parmi peut-être les plus colorés que nous avons sur le marché. Toute cette exposition à la publicité a cependant des impacts sur les habitudes de consommation, mais également sur les perceptions et donc sur la norme de la consommation d'alcool et comment nous la percevons dans notre société. Ça renvoie parfois ou très souvent une image très positive. Au Québec, oui, bien certainement, il existe des encadrements venant limiter ou encadrer la consommation d'alcool, la publicité de la consommation d'alcool, mais en soi, aucune règle n'existe pour la restreindre ou l'encadrer dans l'espace public spécifiquement. Or, il existe quand même un règlement qui est le règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques. Euh, donc, ce règlement est applicable aux détenteurs de permis d'alcool, comme les bars, les restaurants, les épiceries, mais elle ne concerne que très peu les lieux ou la forme et davantage le contenu, et elle n'implique pas ou elle n'est pas imputable à la société d'État. Pourtant, également, là, il y aurait, comme on l'a vu, il y a plusieurs actions à faire en ce sens. Il y a également d'autres règlements. Par exemple, là, les municipalités peuvent avoir un pouvoir en matière d'affichage. Ailleurs, parce que je crois qu'on ne réinvente pas la roue, on peut s'inspirer de d'autres modèles. À l'île du Prince-Édouard, par exemple, ils interdisent l'affichage ou des enseignes illuminées d'alcool, à l'exception de la société d'État. Et en Saskatchewan, les directives limitent le zonage, ou en fait pour interdire l'affichage à proximité des écoles ou des lieux de culte pour éviter l'influence auprès des personnes mineures ou des jeunes. Un modèle ou un exemple plus strict est la loi Évin en France, qui, elle, est un tout autre opposé et interdit de base la publicité d'alcool, sauf sur certaines exceptions qui est si c'est de l'information sur le produit. Et donc, on ne permet pas des publicités davantage style de vie. Finalement, la ville de New York, elle préfère, en fait, a mis en place un encadrement pour l'interdire dans les transports en commun et sur les infrastructures municipales. Si jamais vous désirez en apprendre davantage sur l'influence ou des modèles qui existent ailleurs, l'ASPQ a publié une étude de cas sur les restrictions des publicités disponibles en français et en anglais sur sa page web et dont vous avez les liens dans la présentation. Donc, pour la publicité dans l'espace public, on peut penser qu'une stratégie prometteuse, une stratégie à envisager pour nos gouvernements pourrait être de réduire l'exposition. Donc, c'est l'objectif. Et donc, on pourrait l'interdire dans les espaces publics, par exemple, ou à proximité des lieux fréquentés principalement par des personnes mineures, par exemple des garderies, des écoles. Ça pourrait également être aussi ajouté d'autres endroits, par exemple pour des centres de thérapie, pour les aider finalement dans leur processus. On pourrait également penser en bordure des routes et des autoroutes, puisque l'amalgame alcool
et conduite automobile n'est pas à favoriser. Concernant les commandites d'alcool, ce que c'est premièrement, c'est vraiment la promotion d'une marque ou d'un produit en contrepartie d'un investissement ou une contrepartie financière d'une personne à une organisation, à une personne ou à une organisation, pardon. Donc, c'est une publicité, puisqu'on fait l'achat de visibilité ou le placement d'un produit. Et il ne faut pas le confondre avec la philanthropie ou un don qui pourrait être désintéressé, donc sans contrepartie de visibilité. Une particularité maintenant que dans notre réalité, on doit ajouter, c'est le marketing d'influence. Souvent, on l'oublie quand on fait des encadrements, mais c'est vraiment le marketing d'influence. C'est un peu le même principe que la commandite, c'est-à-dire que c'est une stratégie publicitaire liée à la commandite et qui est le paiement des services d'une personne, d'un créateur de contenu qui est connu en échange de visibilité pour un produit. Les entreprises utilisent la commandite de plus en plus, principalement pour redorer leur image, minimiser les effets, des fois, ou les perceptions qu'on peut avoir d'un produit ou d'une marque, maintenir une certaine norme sociale favorable ou en faveur de la consommation d'alcool, qui est souvent aussi est associée avec le divertissement, même parfois la santé. On vient comme ça favoriser finalement la vente des produits ou favoriser la vente de billets d'un événement particulier, puisqu'un lien sentimental vient se créer entre la personne, l'événement et le produit. Donc, ça a vraiment une influence, cette commandite. Donc, l'exposition vient jouer sur, encore une fois, les perceptions, les habitudes, les niveaux de consommation. Et plusieurs études aussi soulignent la présence et l'influence, particulièrement dans le milieu sportif, qui vient créer un attachement à la marque parce qu'on aime, par exemple, telle équipe sportive. C'est particulièrement sensible chez les plus jeunes publics. Donc, encore une fois, au Québec, nous avons plusieurs de ces commandites. Et j'ai encore une fois regardé peut-être dans votre entourage ou par chez vous. On en a beaucoup, nous, dans les milieux sportifs. Donc, on va en voir dans les centres de ski, dans les événements de style Red Bull Ice Cross, euh, dans les événements un peu plus de sport extrême, évidemment dans les stades de hockey et même des équipes qui sont comme des équipes du hockey junior majeur qui sont commanditées par des compagnies de boissons alcoolisées. On en a également dans le milieu de la santé, contre toute attente. Par exemple, des événements au profit d'une fondation pour des hôpitaux, avec des peut-être même des produits qui sont créés faits pour ces événements, avec une redevance qui sont même parfois alléchants pour les enfants ou les jeunes publics. Des événements artistiques et culturels. Je pense ici aux festivals, souvent commandités par des compagnies d'alcool. Des événements familiaux, comme le Carnaval de Québec. Festivals de musique connus et assez internationaux comme Osheaga. Le tout pour rejoindre encore une fois la sensibilité et l'émotion chez une diversité de publics. Un peu comme la publicité dans l'espace public, il n'est pas interdit au Québec de faire des commandites sportives, d'événements ou d'infrastructures. Le règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs viennent quand même émettre des règles générales qui précisent de ne pas inciter des mineurs à consommer ou valoriser la consommation d'alcool. Ce qui arrive, c'est que souvent, la commandite ne sera pas nécessairement interprétée comme étant une publicité,
ou alors cette ligne est un peu difficile à faire et ça ne sera pas encadré. Toutefois, on a une mesure que nous jugeons essentielle à conserver, même si beaucoup de pressions sont mises pour enlever cet encadrement ou cette règle. Actuellement, il est interdit de faire une publicité sur un vêtement ou un équipement destiné aux mineurs, donc aux personnes mineures, notamment dans la pratique d'un sport ou d'une activité. Donc, on peut penser à des chandails d'une équipe de hockey locale euh, chez les moins de 18 ans. Là, il n'est pas permis pour un titulaire de permis ou d'une compagnie d'alcool d'apposer son logo. Mais comme je le dis, il y a beaucoup de pression pour venir enlever cette interdiction, sous couvert que ça rapporterait énormément et que ça serait un argument économique et que ça permettrait de financer davantage d'activités sportives. Pourtant, même s'il y a beaucoup de pression, un sondage fait par la SPQ en 2022 montrait que 65% des gens de 15 ans et plus étaient en accord pour interdire les commandites d'alcool pour des groupes ou des événements pour ou fréquentés par des personnes mineures. Il y a donc là un levier que les gouvernements peuvent utiliser puisqu'on voit que ça serait accepter une telle règle. La France, comme je le disais, interdit strictement les commandites d'alcool et toute publicité. La Finlande ne permet pas les commandites sur les alcools forts. Et l'Irlande, dans une toute nouvelle mouture, interdit les commandites pour les événements à majorité euh, composés de personnes mineures ou pour les enfants, ou qui impliquent la conduite automobile. Il y a également d'autres restrictions pour les événements sportifs, puisque c'est souvent associé avec le milieu sportif. Territoires du Nord-Ouest ont une adaptation assez intéressante qui interdit la commandite pour si la valeur des activités ou la valeur de la commandite est de plus de 1 500 $. Il y a également de la marge de manœuvre pour les établissements universitaires. Certains pourraient interdire, on l'a vu, donc par exemple, certaines universités viennent interdire aux associations d'aller chercher des commandites d'alcool, puisqu'on le sait que c'est souvent associé ensuite à des événements ou à de la consommation excessive. Les lois sur le tabac et le cannabis au Québec sont aussi d'excellents exemples, les commandites sont interdites, directes et indirectes, mais ça n'empêche pas les compagnies de faire des dons, donc sans promotion. Pour plus d'informations sur la commandite et le marketing d'influence, vous pouvez consulter là, l'étude de cas faite par la SPQ, disponible encore une fois en français et en anglais. Donc, en termes de commandite, on- les stratégies qui pourraient être envisagées, qui pourraient être prometteurs, on parle, assez plus simple, s'assurer que l'interprétation du terme publicité comprend bien la commandite. Déjà, ça viendrait limiter énormément. S'inspirer des règles du cannabis et du tabac, donc en permettant les dons sans promotion. On peut également encourager les municipalités et les villes à encadrer la commandite, par exemple lors de leurs événements. Il pourrait y avoir des politiques à l'interne venant limiter soit les montants ou la commandite de certains types de produits. Et comme mentionné, les universités et les associations étudiantes sont aussi à sensibiliser. Je vais passer un peu plus rapidement sur les mises en garde, puisque c'est un sujet là, qui a fait l'objet de nombreux webinaires là, dans le cadre de la communauté de pratique. Je vais quand même en glisser quelques mots et peut-être sur un aspect un peu moins abordé. Donc, il y a plusieurs types de mises en garde. On peut penser à des informations sur le verre standard, le nombre de portions, sur les risques, également sur des directives ou des repères ou sur les valeurs nutritionnelles. Lorsqu'il est question de mise en garde,
Souvent, ce qu'on désire apporter, c'est plus d'informations reliées aux produits que l'on veut consommer. Parce qu'au cours des dernières années, en alcool, ce qu'on a observé, c'est que certaines connaissances étaient moins comprises ou insuffisantes en matière d'alcool. On peut penser aux liens avec le cancer, sur qu'est-ce qu'un verre standard, les liens avec la grossesse. Je vous en parle aussi aujourd'hui puisque c'est un sujet de plus en plus discuté. On peut penser au projet de loi S-254 déposé au Sénat par le sénateur Patrick Brazeau. Souvent, lorsqu'il est question d'étiquetage, on nous dit, ah, ça, c'est de compétence fédérale. Donc, les provinces, on n'a pas notre mot à dire dans tout ça. Mais en fait, c'est une compétence qui peut être partagée entre les deux gouvernements. Le fédéral a effectivement la compétence au niveau emballage et étiquetage, donc une compétence très générale. Donc, il pourrait décider de réglementer en matière d'alcool, mais les provinces également pourraient décider ou demander d'apposer des mises en garde sur les emballages des produits vendus au sein de leur territoire. C'est également des mesures qui sont assez populaires au sein de la population. Donc, une grande majorité des adultes québécois seraient d'accord pour, notamment au Québec, pour obliger des messages de prévention sur les dangers de la consommation d'alcool durant la grossesse, mais également d'avoir plus d'informations au sujet des risques liés à la consommation d'alcool. Pour plusieurs, en fait, pour plus de la moitié, ils ont jugé que cela les aiderait à prendre des décisions, en fait, à mieux comprendre les portions ou les verres standards. On a des exemples de ce qui se fait ailleurs, comme au Yukon, au territoire du Nord-Ouest. Il y a eu plusieurs conférences sur les projets pilotes, mais également d'autres pays exigent des messages de mise en garde, notamment l'Irlande, la Corée, Corée du Sud, évidemment, Californie, et l'Union européenne est en train d'étudier la question. Donc là, vous avez des images de ce à quoi pourraient ressembler ces avertissements. L'Ontario, sans être une mise en garde sur le produit, oblige l'affichage de messages de prévention dans ses établissements de vente. Je trouvais pertinent de vous le présenter puisque c'est quand même lié au message de prévention. Et l'ASPQ a fait une étude de cas sur la loi Sandy de 2004 qui est disponible, oui, en français, mais elle sera disponible là, très prochainement en anglais également. Donc, au niveau des mises en garde, c'est certain que c'est une stratégie envisagée qui a des bénéfices, mais j'ai vraiment le goût de vous dire que c'est aussi une stratégie qui ne peut pas vivre seule, donc qui ne peut pas être adoptée seule et que nous espérions en même temps avoir une efficacité liée à ça. Donc, elle doit s'insérer dans une stratégie plus globale visant la mise en place d'environnements favorables en matière de consommation d'alcool. Et pour ça, ben, il est possible vraiment de s'inspirer de d'autres provinces et vraiment de d'autres pays. Et aussi, souvent, on néglige cet aspect, mais les conditions matérielles, donc le format, la visibilité, la clarté des messages, est souvent mise de côté. Et là, je vais vous donner un exemple d'un message qui est peut-être pas clair ou dans sa forme que la visibilité n'a pas été mise de l'avant. Ici, voyez-vous la mise en garde de cette publicité? Attendez, je vais grossir. Elle est juste dans le petit coin gauche et encore, même grossi, c'est très difficile de lire ce qui est écrit. Je vais vous le dire, c'est buvez avec modération. Donc, lorsqu'on parle de messages de sensibilisation, de prévention, l'encadrement touchant la visibilité du message est tout aussi importante. Enfin, concernant le prix,
C'est intéressant de se poser des questions ou d'en apprendre davantage sur cette politique. Un, parce que le prix a un attrait. C'est un aspect important pour beaucoup de consommateurs. Et on sait que ça a une influence. Il existe aussi une diversité de stratégies commerciales qui visent à diminuer le prix de vente affiché. On peut penser aux rabais et à ces rabais qui sont publicisés de manière assez fréquente. Également, il y a eu des débats récemment sur la taxe des produits alcoolisés au fédéral et même une baisse des rabais ou les rabais offerts par la Société d'État au Québec. Et c'est certain que la politique du prix minimum est une politique assez complexe qui a beaucoup d'effets, autant qui pourraient être négatifs que positifs. Donc, c'est une réalité complexe qui est importante avec laquelle il est important de se familiariser. Plusieurs de types de promotion sur les prix, car finalement, la promotion sur les prix est peut-être un aspect qu'on néglige. Donc, on peut penser, comme je le disais, au rabais, et son but est d'abaisser ou donner une impression de baisser un prix de vente et de faire finalement une bonne affaire. Ça peut prendre plusieurs formes, comme des concours, des produits, des promotions croisées, comme ça, c'est-à-dire on achète un produit et on nous en donne un autre, des gratuités, des remises en argent, comme des programmes de loyauté. Encore une fois, c'est une stratégie très utilisée au Québec, où on va voir beaucoup de panneaux d'achat multiples, donc les 2 pour 1, des gratuités, des concours. Et comme je le disais, ces promotions ou ces baisses de prix sont très publicisées. Concernant le prix minimum de vente ou le prix de vente au Québec, il existe bel et bien un prix plancher, mais seulement sur la bière vendue en épicerie et en dépanneur. Tous les autres types d'alcool ne sont pas soumis et ça varie en fonction de la teneur en alcool. Pour ce qui est des prix des produits vendus auprès de la société d'État, ça fait l'objet d'ententes commerciales privées. Et à ça, bien évidemment, on ajoute toujours les taxes, autant fédérales que provinciales. Un petit mot sur les politiques de libre-échange. Souvent, lorsqu'on désire apporter cette nouvelle politique en disant ce serait bien de changer ou de mettre un prix minimum, euh, la réponse est souvent de nous opposer les règles sur le libre-échange. Il faut comprendre que ces règles de libre-échange, les accords internationaux, prévoient des exceptions pour la protection de la santé ou des exceptions pour la santé publique. Quant aux promotions sur les prix, donc la publicité des rabais, par exemple, euh, on interdit dans le règlement au Québec d'encourager la consommation non responsable. Et ça a été interprété, par exemple, en interdisant les bars ouverts, donc les open bars, les soirées des dames, lors desquelles de l'alcool gratuit est offert, des 3 pour 1 ou 4 pour 1, ou des boissons à prix infime. Toutefois, on permet les 2 pour 1. Si c'est jugé comme étant une promotion habituelle et récurrente. On ne permet pas les gratuités euh, sur de l'alcool et ni de faire certaines publicités de rabais. Toutefois, force est de constater que beaucoup de titulaires de permis font quand même la promotion et donc en contrevenant un peu au règlement. Toutes les provinces canadiennes ont un prix minimum, soit sur l'alcool pour apporter ou consommer sur place. Mais le Québec, comme je vous le mentionnais, n'en a pas pour l'ensemble des alcools. Et il existe d'autres modèles ailleurs, comme l'Écosse, les Pays de Galles, l'Irlande, qui, eux, ont adopté des modèles avec un prix minimum ou unitaire. Unitaire, là, par vers standard, là, il est important de le dire.
Quant aux promotions liées au prix, l'Irlande a un modèle intéressant puisqu'on interdit là, carrément les rabais sur les achats multiples, les gratuités, les promotions croisées ou les programmes de loyauté. Territoire du Nord-Ouest interdisent les distributions de coupons rabais et l'Ontario, sans être un règlement, dans ses directives, limite les promotions sur les prix, notamment là, sur les achats multiples. Donc, je crois qu'en matière de prix, si on pense à la promotion et la publicité des promotions, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et on pourrait penser, oui, il y a d'instaurer un prix minimum, mais ça pourrait également être d'interdire la promotion croisée. Donc, à l'achat d'un produit, on en donne un autre, ou interdire vraiment les promotions de type happy hour ou 2 pour 1. Les programmes fidélité, certains commerces commencent à intégrer la notion que l'argent amassé par les points n'est pas échangeable sur des produits alcoolisés. Donc, ça peut vraiment être des solutions, des stratégies à envisager. En conclusion, j'ai le goût de vous présenter un exemple d'encadrement qui propose toutes les politiques que je viens de vous présenter, qui est le cas de l'Irlande. L'Irlande a adopté en 2018 une loi de santé publique en matière d'alcool qui inclut une stratégie, mais également beaucoup de politiques et qui touche à tous les aspects que je vous ai présentés. Pour en savoir plus sur le cas de l'Irlande et le contexte d'adoption de leurs mesures législatives, vous pouvez consulter l'étude de cas de la SPQ disponible en français et en anglais. Nous avons également d'autres publications sur des sujets d'alcool, toujours disponibles sur notre page web dans la priorité alcool. Ça met fin, il y a les références là, que vous avez là, à la fin de la diapositive si ça vous intéresse. Et j'ai terminé ma présentation et je suis disponible là, pour répondre en français ou en anglais à vos questions.